Alors, merci pour cette question. Je pense que c'est vraiment la question principale, la question fondamentale en fait à comprendre dans les levées de fonds. Donc, et alors, la première chose serait Bonjour et bienvenue dans Self Upgrade. Alors aujourd'hui, nous allons parler du thème du financement des startups. Et pour ce faire, j'ai un invité de marque, Monsieur Dito Maraini Fundi, qui est consultant financier et aussi expert en fintech. Donc, il va nous parler, il va nous donner des conseils pratiques que vous pouvez suivre si, par exemple, vous êtes un entrepreneur qui cherche justement à lever des fonds pour votre entreprise, ou si, par exemple, vous avez une vision, une idée que vous pensez va faire une différence dans votre communauté, dans votre pays ou dans le monde, pourquoi pas. Donc, comment est-ce que vous allez financer cette idée-là? Du coup, Monsieur Dito Maraini Fundi va nous aider justement va nous parler de différents types de financement qui peuvent éventuellement vous aider. Alors déjà, accueillons Monsieur Dito Maraini Fundi. Coucou Dito, comment ça va aujourd'hui? bonjour Aïda, ça va très très bien, merci et merci pour l'invitation. Ben écoute, ça fait plaisir de d'enfin t'avoir ici. Et comme je le disais, franchement, je sais que tu vas apporter des conseils qui vont vraiment aider les gens parce que c'est quelque chose qui est très difficile en tant qu'entrepreneur moi-même et toi aussi tu es entrepreneur. Mais bon, toi, disons, tu es du bon côté de l'entrepreneuriat parce que tu es un financier, donc tu t'y connais déjà, tu vois. Mais nous autres, il faut qu'on apprenne justement comment est-ce qu'on peut lever des fonds pour nos idées, pour justement pour que nos idées voient le jour, si je peux dire. Donc, est-ce que déjà tu peux te présenter, nous dire qui tu es et pourquoi est-ce que tu es la personne la mieux placée pour nous parler justement des financements des startups? Oui, alors bonjour, et encore une fois, je réitère mes remerciements pour cette invitation. Je suis Dito Maraini Fundi, je suis consultant financier et Euh, j'ai eu peut-être l'opportunité de créer des startups moi-même qui nécessitaient des levées de fonds. Donc, de par mon expérience, je pense que je serai en mesure d'apporter modestement ce que j'ai pu apprendre et acquis comme expérience dans ce milieu financier et de l'entrepreneuriat à ceux qui, comme moi, souhaitent se lancer dans des aventures. Donc, je ne sais pas si c'est complet ou c'est insuffisant comme présentation, mais voilà. En substance, c'est ça le background. Et puis, bon, j'espère que ces conseils seront utiles à ceux qui nous écoutent. D'accord. Donc, allons dans le vif du sujet. Alors, qui peut aider les entrepreneurs, justement, les startups qui désirent avoir un financement, le tout premier financement, disons dans la phase d'amorçage? Vers qui est-ce que les entrepreneurs peuvent se tourner pour ce genre de financement? Alors, il y a une chose fondamentale à savoir, c'est que lorsque on veut s'approcher aux investisseurs, la première chose qu'ils demandent, c'est de la traction commerciale. Donc, c'est-à-dire des éléments qui nous permettent d'apprécier de la pertinence ou des éléments qui nous permettent, nous, de voir le potentiel de l'entreprise. Donc, il est utile, Mhm. il est nécessaire de commencer par soi-même, c'est-à-dire c'est ce premier stage de financement, c'est-à-dire le premier levier de financement qui est la love money, les amis, la famille et vos fonds personnels que vous mettez dans un premier temps pour avoir les premières tractions. C'est important parce que l'investisseur, il va essentiellement s'arrêter sur la traction et de voir si effectivement il y a un marché pour votre produit ou service que vous proposez. Et c'est sur la base de cette traction qu'il envisagera vous accompagner ou non. Alors, on peut peut-être lever de compte. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus facile de venir juste avec une idée et lever du capital. Mais chez nous,
En France, en Europe, c'est un gros challenge. Donc, c'est pourquoi la première démarche est d'essayer de faire avec ses propres moyens. Et là, ça permet en fait de voir que, de voir de la pertinence, de voir de votre sérieux en fait, avec vos, c'est-à-dire de voir que vous avez pris les premiers risques. C'est ça tout le sujet. Et là, vous avez pris du risque, vous avez investi vous-même vos capitaux, et puis vous êtes arrivé à un stade où, pour avancer, vous avez besoin d'autres capitaux. Et c'est en cela que vous allez chercher d'autres capitaux pour avancer, pour développer votre activité. Et dis-toi, en fait, avant de commencer l'interview, on avait parlé un peu de comment se préparer, en fait, pour aller rencontrer justement des investisseurs potentiels. Donc, est-ce que tu peux nous dire, en fait, comment se préparer? Parce que je pense que c'est très important. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent juste arriver comme ça et parler de leurs idées. Comme tu as mentionné aux États-Unis, ça peut se faire. Mais ici, en Europe, il faut se préparer. Donc, comment est-ce qu'on se prépare justement? Oui. Alors, merci pour cette question. Je pense que c'est vraiment la question principale, la question fondamentale en fait à comprendre dans les levées de fonds. Donc, alors, la première chose serait d'affiner son business plan. Alors, qui dit affiner son business plan, c'est avoir un modèle économique. Alors, avant même d'arriver à un modèle économique, comme je l'avais mentionné, il faut déjà qu'on identifie un problème. On identifie un problème. Ensuite, c'est quoi la réponse que nous souhaitons apporter à ce problème? Et savoir surtout, mais pourquoi ce problème n'a pas été résolu? Et vous, qu'est-ce que vous êtes en mesure d'apporter? Et ensuite, aller voir c'est quoi le marché. Parce que si vous apportez une réponse à un problème qui touche 100 personnes, c'est pas la même chose que d'apporter une réponse à un problème qui touche 2 milliards de personnes. Voilà. Donc, ça, c'est fondamental de connaître le marché sur lequel on s'adresse et le problème. Une fois qu'on connaît le problème, on a identifié un problème, on y apporte la solution, on connaît le marché. Ensuite, il faut un modèle économique. Le modèle économique, c'est quoi? C'est dire pertinemment et clairement comment est-ce que on va gagner de l'argent. Comment est-ce qu'on va générer du cash flow? C'est très important. Donc, et surtout, est-ce que c'est un modèle économique qui est scalable? C'est-à-dire qu'on va pouvoir répliquer, passer à l'échelle avec? Parce que c'est ici l'un des éléments les plus pertinents sur lesquels l'investisseur va se focaliser. Est-ce que c'est un modèle qui est juste local ou c'est un modèle qui s'adresse à un marché global et qui serait en mesure de passer à l'échelle? Donc, c'est très important. Et enfin, avoir des projections financières réalistes. Parce que souvent, on entend une histoire et puis on a envie de voir cette histoire dans les mathématiques, c'est-à-dire les chiffres qui nous sont communiqués. Donc, l'histoire doit être la même. Donc, souvent, certaines personnes se contentent de remplir des fichiers Excel sur Internet. Ça, tout le monde sait faire. Donc, si on ne sait pas, pour être pertinent, autant se faire accompagner par des professionnels pour traduire son histoire en langage mathématique, c'est-à-dire en chiffres et être pertinent. Ça, c'est très important. Ensuite, cette histoire de validation de marché, comme je l'ai précisé dans mon propos liminaire, il faut qu'on ait déjà, c'est-à-dire qu'on ait testé le modèle.
et avoir de l'attraction. Parce que la preuve de l'attraction, c'est-à-dire montrer que le produit, je l'ai lancé, il y a déjà des clients qui s'intéressent, il y a déjà des utilisateurs, il y a déjà des partenaires qui se sont intéressés. Donc ça montre du sérieux et de la pertinence du projet. Bien connaître son marché, c'est-à-dire une analyse de marché fine et connaître quelle est la part de marché que nous ciblons, parce que c'est cette part de marché qui va nous renseigner sur le montant du capital ou des investissements que nous devons avoir pour réaliser cette part de marché. Donc, connaître aussi les tendances du marché, comment évoluent les marchés, c'est-à-dire avoir une compréhension fine, une compréhension du marché. Qui sont les acteurs, qu'est-ce qu'ils cherchent et c'est quoi leur comportement. Donc, tout ça, ça fait partie de la préparation. Et puis surtout, alors, quand on parle des tendances, là, on est plus dans une analyse prospective. C'est-à-dire, quels sont les changements de comportement des clients ou des consommateurs de vos produits sur ce marché. Donc, tout ça, et savoir les analyser sur le long terme pour pouvoir, nous, être agile. C'est-à-dire, l'agilité, c'est d'être capable de nous adapter aux évolutions du marché. Et l'une des choses aussi les plus importantes, c'est l'équipe. Quand on parle d'équipe, c'est-à-dire que parce que l'entrepreneuriat, c'est avant tout l'aventure humaine. Donc, quelles sont les compétences dont on aura besoin pour exécuter un plan de développement? Est-ce que l'équipe, c'est-à-dire la conjugaison de toutes les compétences, les expériences sont favorables et déjà, est-ce que les compétences sont complémentaires pour réussir l'entreprise, l'exécution d'un business plan? Donc, ça, c'est très important. Et identifier quelles sont les compétences manquantes pour aller les chercher. La compétence, l'équipe, c'est très important. Et enfin, préparer les documents juridiques. Parce que levée de fonds, c'est des mois et des mois de négociation. Donc, c'est pourquoi ça demande une préparation rigoureuse. D'abord, les accords de confidentialité, ces fameux NDA qu'on va donner à tous les interlocuteurs pour s'assurer de la confidentialité des documents, les statuts juridiques, le statut de votre société, il sera analysé, il sera audité. Et puis, assurez-vous d'avoir tous les documents financiers nécessaires, signés par l'expert comptable notamment, et qui donnent plus de transparence et plus c'est-à-dire ce qui montre non seulement votre transparence, mais aussi le sérieux de ce que vous faites. Donc, choisir les bons investisseurs. Parce que comme on l'a précisé, à chaque stage de maturité de la société, il y a le partenaire financier le plus approprié, le mieux indiqué pour vous accompagner. Donc, si vous êtes en phase de l'idéation, c'est-à-dire vous avez juste eu une idée, vous voulez aller le tester, c'est-à-dire là, vous voulez arriver à un prototype, à un MVP, le minimum viable product. Donc, vous avez ou les business angels, enfin, déjà, vous avez vous-même investi votre argent. Vous pouvez identifier des business angels qui seront sensibles au marché, qui seront sensibles à votre produit, ou notamment voir le crowdfunding, le financement participatif, sur des tickets moins importants qui pourraient vous permettre juste d'aller sur le marché et tester votre modèle. Donc,
le ciblage des investisseurs qui est tout à fait important en fonction de votre stade de maturité. Donc, cherchez l'investisseur qui correspond. Et puis, avoir une préparation réaliste. Ensuite, il faut préparer une valorisation, c'est-à-dire avoir une valorisation réaliste. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que il faut fixer une valeur à sa société. Par exemple, vous souhaitez lever 400 000 euros et dans les 400 000 euros que vous cherchez, combien vous êtes prêt à ouvrir dans votre capital. Donc, par exemple, et d'ailleurs, il faut éviter, surtout à ce stade, de trop se diluer, c'est-à-dire donner beaucoup de parts pour se retrouver trop dilué, c'est pas bon non plus. Donc, vous ouvrez votre capital, par exemple, vous offrez 20% de votre capital. Donc là, ça va vous donner une valorisation de l'ordre de 1 million, 400, quelque chose comme ça. Et là, la valeur de votre société, vous l'avez. Donc, fixer une valeur, c'est-à-dire, alors pourquoi il faut fixer une valorisation réaliste? Parce que souvent, il y a des gens qui surévaluent leur entreprise et ils ont des problèmes par la suite parce que lorsque l'investisseur va rentrer, il veut une entreprise qui est mieux valorisée et comme ça il saura anticiper sa sortie et voilà comment est-ce qu'il peut récupérer sa liquidité. Et enfin, déterminer le montant exact que nous souhaitons lever. Alors, le montant exact, combien dont vous avez besoin pour exécuter votre plan de financement, pour franchir, pour atteindre les prochaines étapes, c'est-à-dire le lancement, l'expansion, le recrutement. Alors, le conseil, il faut prendre à peu près 18 à 24 mois de fonctionnement. C'est-à-dire vos besoins des prochains 24 mois, il faut les évaluer et c'est ce montant-là qu'il faut aller demander aux investisseurs. Donc là, ça vous permet d'avoir une marge et de fonctionner en attendant de générer du cash. Et enfin, la préparation, c'est aussi l'anticipation des négociations. Parce que une levée de fonds demande de mobiliser des avocats. Les investisseurs aussi font appel à leurs avocats pour négocier du pacte d'actionnaire, pour négocier de term sheets, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles nous allons nous associer. Les droits de veto dans le conseil d'administration. Donc, il faut faire attention souvent aux clauses que les investisseurs seront amenés à imposer dans le pacte d'actionnariat. Donc ça, c'est une étape à ne jamais faire seul. Il faut s'accompagner d'experts, de conseils juridiques pour rédiger et négocier les différentes conditions, c'est-à-dire les clauses du pacte d'actionnaire, pour ne pas se retrouver demain viré complètement de son entreprise. Donc, c'est important. Voilà pourquoi c'est une préparation. Il faut une vraie préparation très rigoureuse pour aller lever de fonds. C'est pourquoi ça peut prendre jusqu'à 6 à 9 mois pour lever de fonds. Ben, dis-toi, en tout cas, merci d'avoir décrit ce processus d'une manière aussi détaillée. Parce que je pense ça nous donne une idée en fait de justement du travail qu'il y a derrière. Parce que lorsqu'on parle de levée de fonds, on a tendance à juste voir en fait le résultat. Donc levée de fonds, j'ai mon idée, j'ai ma vision,
Du coup, je vais juste voir un investisseur et lui faire part en fait de ma vision et l'investisseur va me donner de l'argent. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Du coup, Malheureusement, ça se passe pas comme ça. lorsque tu l'as décrit comme ça, je pense que ça donne justement une idée de la phase de préparation qu'il y a derrière. Et aussi, comme tu le disais, tu l'as beaucoup souligné, je pense que si par exemple vous avez une idée et que vous pensez que cette idée justement a beaucoup de potentiel et que vous désirez lever des fonds, je pense qu'il faut avoir une équipe derrière. Il faut pas juste se lancer comme ça parce que justement il y a beaucoup d'expertise qui doit justement être mise en place pour vous aider à mener à bien votre levée de fonds. Et à un moment donné, tu as même parlé du fait que les investisseurs peuvent potentiellement essayer d'amener des clauses qui peuvent vous mettre en fait à la porte dans votre propre entreprise. Donc c'est pour ça qu'il est très très important de faire appel à des experts en fait qui peuvent vous aider. Si vous aimez le contenu d'aujourd'hui, partagez, likez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. En fait, pendant que je t'écoutais, pendant que tu parlais du processus, je me suis dit, ça peut paraître intimidant. En fait, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'étapes. Et par rapport à la longueur aussi, comme tu as dit, c'est pas quelque chose qui se fait en un mois. Mais on se prépare. Il faut vraiment un moment de préparation assez conséquent. Bien se préparer afin d'être prêt pour se présenter devant l'investisseur ou les investisseurs. Donc, je me dis en fait, par exemple, pour quelqu'un qui est déjà dans le business ou un entrepreneur qui, par exemple, a fait un MBA ou a fait des cours en business, ça peut paraître normal de faire ça. La levée de fonds, le processus de préparation, etc. Ça peut paraître normal. Mais quelqu'un, par exemple, qui n'a pas forcément fait des études en MBA, des études de business, mais qui, par exemple, est très bon en commerce. Donc là, par exemple, me vient l'exemple du petit commerçant mahorais. Donc le petit commerçant qui est là, qui a du talent en termes de vente, qui fait un chiffre d'affaires assez, enfin pas énorme, mais qui justement voit des opportunités autour de lui dans le reste de l'île. Là, on est toujours dans l'exemple de Mayotte. Donc, il voit des opportunités, par exemple, pour s'étendre au reste de l'île. Disons, par exemple, ses activités principales sont localisées à Mamoudzou, mais cet entrepreneur, en fait, voit tellement de potentiel à s'élargir, en fait, à élargir son business au niveau des autres communes de l'île. Maintenant, est-ce que parce que là, en fait, je prends justement ce micro-business pour justement montrer que la levée de fonds, bah, ça peut se faire en fait à différents niveaux. Bah, dans le cas du petit commerçant dont je viens de parler, est-ce que on peut avoir en fait un processus de levée de fonds assez allégé justement pour rendre ce processus un peu moins intimidant? Parce que je pense, comme je l'ai dit, pour quelqu'un en fait qui a fait un MBA, un master en business ou quelqu'un qui s'y connaît déjà en business, la levée de fonds, la préparation pour éventuellement aller se présenter devant l'investisseur, tout ça, c'est quelque chose d'assez normal. Mais pour quelqu'un, par exemple, qui a développé ses talents en termes de vente, parce que là, je pense à Mayotte, mais aussi à différents pays d'Afrique. Donc ça, en fait, ça reflète plus la réalité dans le continent par rapport aux entrepreneurs. Lorsqu'on parle des entrepreneurs en Afrique, on ne parle pas forcément de personnes, par exemple, qui ont des MBA. Ça peut être des personnes qui sont allées à l'université, qui ont justement développé leur côté professionnel, leur côté business. Donc, ça peut être une personne avec ce profil-là. Mais je pense ce qui reflète vraiment la réalité, ça va être le petit commerçant qui essaye justement de développer son business et de s'élargir. Donc, pour quelqu'un comme ça,
est-ce qu'il y a un moyen justement d'alléger le processus et de le rendre un peu plus abordable? Alors, déjà, il y a quelque chose que j'aime bien dans cette question, c'est le mot intimidation. Mm. Alors, justement, quand on est un entrepreneur qui a envie de réussir, il y a un état d'esprit à avoir, un mindset. Donc, l'entrepreneur, ce n'est pas quelqu'un qui recule face aux difficultés, il les affronte. Et justement, lorsque c'est difficile, la seule chose qui compte, c'est l'état d'esprit. Donc, il n'y a pas d'autre choix que de se préparer. Et quand c'est dur, il n'y a que les plus durs qui y vont. Et l'entrepreneur, c'est un dur. S'il n'a pas l'état d'esprit d'entrepreneur, il n'a pas sa place. Maintenant, pour ce qui est des petits commerçants et le cas précis de Mayotte, alors, il y a à la fois des facilités, mais il faut, à côté de ces facilités, rajouter de l'ingéniosité ou de la créativité. Et je m'explique. Alors, déjà, le commerçant lui-même doit aller vers plus de professionnalisme. Il doit, alors, c'est très simple, ne serait-ce que de tenir une comptabilité approuvée. Comment est-ce que je ferai confiance à quelqu'un qui n'a même pas de comptabilité? Combien il a vendu, ça je ne sais pas. Quel chiffre d'affaires il réalise, ça je ne sais pas. Et quand il va me parler de plan de développement, ça ne sera pas crédible. Donc, être professionnel commence par ça. Tenir sa comptabilité, et puis on sait comment faire pour aller voir du monde. Alors, aussi, quand on parle de facilité, je parle de le modèle de financement traditionnel que nous connaissons, la tontine. Souvent, des commerçants utilisent la tontine pour partir en Chine, pour partir à Dubaï, pour partir je ne sais où. C'est très très bien. Mais force est de constater que cette tontine n'est peut-être pas utilisée comme il le faut pour financer des activités créatrices de valeur. Donc, il serait peut-être pertinent de, quand on est professionnel, on est professionnalisé, on a cette facilité qui est la tontine. Maintenant, l'ingéniosité ou la créativité, c'est d'utiliser cet argent pour financer des activités qui vont créer de la valeur. Donc, c'est ça. Et là, en l'espèce, il y a besoin à ce que déjà les commerçants puissent se former, c'est-à-dire qu'il y ait une montée en compétences, se former à minima. C'est important de se former en tant qu'entrepreneur, se faire conseiller et coacher si on a envie de réussir. Et puis tout simplement que nous puissions utiliser cette tontine de manière rationnelle et optimale en le prêtant aux commerçants sous forme de prêt. Par exemple, sous forme de prêt. Parce que lorsqu'on investit, et d'ailleurs, on n'a pas, on a oublié d'expliquer c'est-à-dire le comment lever des fonds, par quel mécanisme, on n'a pas expliqué, mais je pense que ça sera votre prochaine question. Donc, on prête l'argent, et cet argent doit travailler et se faire rembourser. Là, c'est de la créativité à travers notre système de financement traditionnel. Donc, il faut l'améliorer. Je pense qu'il faut l'améliorer. Voilà. D'accord. Je pense que ça répond bien à la question.
Et en fait, j'ai voulu justement aborder le thème du commerçant parce que je sais que la plupart des gens qui vont nous regarder, c'est pas des gens qui ont des budgets énormes, qui peuvent se payer un avocat, par exemple. Peut-être que c'est des gens en fait qui sont en phase, qui sont en train de penser justement à se lancer. Donc c'est pour ça que j'avais abordé ça. Et maintenant que tu as mentionné la tontine, je pense la plupart des Africains font ça d'ailleurs. Donc, comme tu l'as dit, il s'agit de justement bien utiliser ce premier budget qu'on a, bien l'utiliser et l'utiliser justement pour nous amener vers ce stade où on sera prêt justement à approcher les investisseurs. Donc, Exactement. je pense que tu as très bien répondu à cette question. Et à un moment donné, tu as parlé du mécanisme de la levée de fonds. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Oui. Oui. Alors, quand on parle de levée de fonds, euh, il y a plusieurs manières. Alors, soit on choisit, c'est-à-dire avoir la stratégie déjà. Est-ce que c'est une levée de fonds en capitaux propres, ce qu'on appelle, souvent on parle de equity, un capital propre. Ça veut dire que vous ouvrez votre capital à d'autres investisseurs qui vont devenir actionnaires avec vous. Ou est-ce que vous levez des obligations convertibles? Les obligations convertibles, c'est une dette. Ça veut dire que les investisseurs vous prêtent de l'argent avec des clauses que cette dette, en fait, peut se convertir en capitaux propres. Donc, il y a cette clause. Sinon, il y a ce qui est très en vogue aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle SAFE. Donc, vous avez la possibilité, en fait, d'embarquer des investisseurs qui vous donnent de l'argent sans se soucier d'entrer un capital tout de suite, sans se soucier des valorisations tout de suite. Ils vous donnent l'argent, ça vous permet d'aller plus vite. Et puis, vous allez négocier après des conditions de rentrer un capital ultérieurement. Donc, il faut vraiment choisir quel est l'outil, quel est l'instrument de financement qu'on recherche, c'est-à-dire en fonction de ses propres stratégies. Il faut savoir que alors quand on fait un financement en capitaux propres, il faut savoir qu'on sera dilué. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous êtes à 100% dans votre capital, en faisant rentrer d'autres personnes dans le capital, ils vont peut-être prendre 20%, 30%. Donc, s'ils prennent 30%, vous allez vous retrouver 70%, par exemple. Et puis, il faut aussi comprendre que les investisseurs vont siéger dans le conseil d'administration de la société. Et puis, il faut penser, en plus du conseil d'administration, d'organiser soi-même un conseil, enfin, le advisory board, c'est-à-dire des consultants, qui pourraient vous conseiller et qui pourront vous aider à ne pas faire d'erreur, à vous partager leur expérience pour ne pas que vous vous plantez sur ces démarches. Voilà, donc ça c'est le cas général, hein, sans parler forcément de Mayotte. Alors, c'est pourquoi lorsqu'on parle de professionnalisation, pour le cas de Mayotte, c'est qu'il faut que progressivement on tend vers ces standards, vers ces façons de faire, pour que on puisse faire des entreprises investor ready, capables de se présenter devant les investisseurs et être crédibles. Donc c'est important pour conclure, bien choisir en fonction de ces stratégies l'instrument. Ça peut être du capital propre, où on fait rentrer du monde dans le capital. Ça peut être de la dette obligataire, la dette obligataire ou on appelle ça des obligations convertibles. C'est-à-dire que les investisseurs vont vous prêter de l'argent, vous devez rembourser cet argent-là avec intérêt, mais il y a des clauses qui peuvent être déclenchées à un certain temps pour que ces obligations, c'est-à-dire cette dette,
soit transformé en capitaux propres et à ce moment-là, vous n'aurez plus à payer des intérêts et même à rembourser. Tout dépend de la stratégie, donc il faut bien s'y préparer. Tout revient à la question de la préparation pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Exactement. Donc, je pense qu'on a à peu près couvert ce que je voulais, ce dont je voulais qu'on parle aujourd'hui, parce que bon, la levée de fonds, comme vous l'avez constaté, c'est pas un truc facile à faire. Et encore une fois, comme dit, toi, l'a très bien expliqué, c'est un long processus qui demande beaucoup de préparation. Et après la préparation, se lancer et savoir comment se lancer pour aller voir, pour aller se présenter devant les investisseurs. De nos jours, est-ce qu'il est possible pour une start-up de se lancer sans justement avoir recours à la levée de fonds? Alors, je ne sais pas si la magie peut toujours opérer dans ce domaine, mais c'est rare. C'est un cas très très rare. Alors, si on peut peut-être avec ses propres moyens injecter du capital dans sa startup et compter sur une croissance organique qui pourrait prendre peut-être 10 ans ou échouer. C'est un challenge. Bon, je n'en connais pas. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, pour une startup, c'est-à-dire pour comment l'expliquer cela? C'est-à-dire pour ce voyage entrepreneurial, le voyage de startup, c'est-à-dire à chaque stage de maturité. Alors, stage de maturité, c'est quoi? Il y a la phase de l'idée. On a besoin de juste de tester, aller tester. Et puis, il y a la phase d'amorçage. Donc là, maintenant, on a testé le produit. On voit qu'il y a des utilisateurs, il y a des gens qui sont intéressés. Alors, à partir de là, on va avoir besoin de lancer vraiment. C'est là la phase de start-up, l'amorçage. Donc, si, à moins qu'on ait des fonds pour financer ça en fonds propres, mais je ne vois pas. Donc, c'est pas impossible, mais ça peut durer très très longtemps pour que vous atteigniez le succès escompté. Alors que la levée de Oui, fonds, ça peut vraiment speeder justement le processus. Parce que dès que vous bien avez sûr. réussi justement à avoir un investisseur qui correspond au profil que vous cherchiez et que cet investisseur est sérieux et vous aide dans votre démarche, dans 2 ans, vous pouvez arriver justement au résultat que vous espériez. Alors que sans lever de fonds, vous pouvez peut-être y aller doucement tout seul, mais ça va vous prendre 15 ans, 20 ans peut-être. Alors que, encore une fois, l'idée de la levée de fonds, c'est de speeder le processus. Et aussi, donc, si par exemple, vous avez une idée et que vous savez que votre idée a du potentiel, c'est justement là où il faut travailler et aller chercher justement cet investisseur. Dis-toi, maintenant qu'on parle d'investisseurs, pour finir en fait l'interview, disons justement si quelqu'un a une idée qui va révolutionner un secteur ou alors qui va vraiment faire une différence dans la communauté ou la société tout entière. Donc, la personne commence à approcher, l'entrepreneur approche par exemple des investisseurs et il y a cet intérêt pour justement les investisseurs veulent investir sur l'idée et qu'il y a plusieurs personnes en fait qui s'intéressent à cet investissement. Comment est-ce qu'on va choisir le bon investisseur? Alors, déjà, il était utile peut-être de préciser que l'investissement, c'est-à-dire la levée de fonds n'est pas uniquement un accompagnement financier, mais c'est aussi un accompagnement en C'est compétences et un réseau. stratégique. Pourquoi? Voilà, parce que les investisseurs qui rentrent doivent être en mesure, c'est-à-dire ça doit être des investisseurs actifs. Mhm. Actifs dans le sens où ils seront là pour vous apporter de l'expérience, vous apporter du conseil à un réseau. Donc ça, c'est l'un des critères en fait
faut regarder pour choisir ses investisseurs. Donc, et après, ce que j'ai souhaité dire, c'est que l'accompagnement n'est pas que financier, mais c'est également un accompagnement en montée en compétences. Donc, c'est une base sur laquelle on peut voir les personnes qui sont à même à vous accompagner dans cette démarche. Maintenant, il y a peut-être des gens qui veulent juste être des investisseurs passifs, mettre de l'argent et attendre, mais à ce niveau-là, c'est quasi rare. Parce que bon, les personnes, on sait que c'est une phase très très risquée et que l'intérêt des investisseurs, c'est que vous réussissez votre lancement pour que 7 ans plus tard, ils puissent vendre leurs actions et récupérer leur argent. Parce que ces investisseurs ne vont pas rester éternellement dans la boîte. Donc, ils vont rester que dans 7 ans, grand maximum. Et ils doivent vendre leurs actions. C'est-à-dire, au bout de 7 ans, vous avez grossi, vous avez pris plus de la valeur, et donc eux, ils peuvent vendre leurs actions beaucoup plus cher. Donc, c'est pourquoi, en fait, à ce stade, ce sont des gens qui sont très regardants, qui sont là pour vous apporter leur expérience, leur réseau, parce que vous avez des intérêts qui sont alignés. Donc, chacun a intérêt à ce que la boîte réussisse. L'entrepreneur a besoin à ce que la boîte grandisse, et l'investisseur a intérêt à ce que la boîte grandisse pour récupérer son argent. Bien sûr. Donc, voilà une base qui pourrait être très pertinente pour choisir quels sont les investisseurs à contacter. Mais toujours est-il qu'il y a des investisseurs qui sont beaucoup plus thématiques, qui sont beaucoup plus sensibles à ce que vous faites. Donc, allez les voir en premier. Et puis, il y a ceux qui sont généralistes et qui peuvent investir sur tout et pas n'importe quoi. Hein. Mais voilà, les priorités à ceux qui sont sensibles à votre service, à votre secteur. Et puis, tentez vos chances sur d'autres investisseurs qui sont généralistes ou voilà, ainsi de suite. Super. Ben écoute, dis-toi, je te remercie pour ce moment de partage que tu nous as accordé. Encore une fois, je sais que tu es extrêmement busy, que tu as plein de choses à faire, mais tu nous as accordé aujourd'hui ce moment où tu as partagé ton expertise. Donc, merci beaucoup. Et je sais que tu travailles, en parlant d'investissement, tu travailles sur un projet assez excitant, si on peut dire. Et j'espère justement qu'on pourra t'accueillir sur le podcast pour nous partager, parce que je sais que tu travailles sur un projet qui est, on va pas en dire trop, mais bon, ça concerne l'immobilier, l'investissement dans l'immobilier. Donc, j'espère que une fois que tu seras prêt, on aura le plaisir de te revoir sur Self Upgrade. Avec plaisir, hein, ce serait un plaisir de partager l'évolution des projets sans problème. Ok, super. Ben écoute, à très bientôt et encore merci. J'espère que ce contenu vous a plu aujourd'hui. En tout cas, nous, ce fut un plaisir de partager toutes ces informations avec vous. Comme on l'a mentionné, il est en train de travailler sur un projet assez intéressant. Donc, j'ai hâte de l'interviewer sur ce projet-là. Mais en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager et de liker. Voilà, à très vite sur Self Upgrade.